Oui, salut à tous. Alors, je vais faire une vidéo qui va reprendre certains aspects de la vidéo que j'ai faite avant sur le côté Rambo complotiste qui essaie d'échapper au contrôle de la milice ou des milices climato-sanitaires. Bon, Euh, en fait, euh, ce que je, ce que j'avais omis de dire dans cette vidéo a suscité quelques questions. Bon, il n'y a que deux personnes qui ont réagi par rapport à ça. Et voilà. Et donc, je vais faire une petite réponse. Je me dis que s'il y en a deux, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne sont pas exprimés. Et même s'il y en a trois, quatre, cinq, ça vaut le coup de répondre. Alors, en fait, il y a une chose que j'avais pas dit. Il y a quelques points que j'avais pas dit, mais un point surtout le plus important et qui en fait, pour moi, pendant que j'ai fait cette vidéo un peu, c'est le problème de faire des vidéos des fois un peu comme ça, à brûle pour point. On n'est pas forcément, on oublie de forcément, peut-être de structurer un peu plus ou de garder vraiment en tête certains points importants à dire. Alors là, voilà, le point important à dire, et c'est vrai que ça ressort pas dans la vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ce qu'il y avait en fond quand je parlais de la possibilité bien, de fuir dans les campagnes en vivant, mais plus qu'en autonomie, etc., c'est carrément en mode vagabond, quoi, en mode vraiment, voilà, quoi, c'est limite à l'état sauvage, quoi. Bon, pourquoi est-ce que j'ai parlé de l'option de fuite et fuite dans ces conditions en plus? Des conditions de l'extrême. Parce que les moyens qui se mettent en place sont extrêmes. Je me suis appuyé, vous l'avez vu, et c'est incontestable par rapport à ce qui s'est passé pendant 2 années, hein, et à échelle mondiale. Et je pense, comme j'ai dit dans cette vidéo, que ce n'était qu'un ce n'était que, certes, une grande mise en situation, mais c'était une mise en situation de préparation à pire. Donc, d'ailleurs, là, on commence à réentendre parler de retour de masque, etc., etc. Donc, attention. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, qu'est-ce qu'il y avait derrière, en fait, pendant tout ce que je mettais en avant par rapport aux possibilités de fuir le système? C'était qu'en fait, je pensais plus à sauver l'âme qu'à sauver le corps. Bien qu'on va le voir tout à l'heure, euh, c'est pas forcément mauvais de sauver son corps, de sauver les corps. Il y a de la prudence et de la mesure dans toute chose. Et sachant que quand je parle pas que de moi, c'est une question de les catholiques. Comment, et ceux qui veulent survivre à ces dictatures qui vont être de plus en plus à caractère antichrist, ces questions-là vont se poser. D'accord? Donc même s'il y en a qui sont candidats à aller plus loin dans la virulence, tout le monde n'est pas prêt à ça. Tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Tout le monde n'est pas. Quand je dis niveau, c'est pas pour un, c'est pas une question de voilà. C'est une question de voilà, tout le monde dans son cheminement, dans son envie, dans ses capacités. Voilà. Donc, comme je mentionnais aussi les enfants, quand on a des enfants, des gens, imaginons des gens qui s'occupent de personnes, de leurs parents, de personnes âgées, vous faites comment avec tout ça? C'est pas tout le monde qui peut partir en mode Rambo. Il y a tout un truc à penser, à réfléchir là-dessus. C'est-à-dire, c'est-à-dire que cette société au niveau technique, techniquement comment elle fonctionne, avec le contrôle informatique, ça a commencé depuis longtemps, mais ça se perfectionne avec l'électronique, l'intelligence artificielle, Internet, de pire en pire. Et donc, ils arrivent de plus en plus à pouvoir eh bien, vous priver de toute vie, de toute vie qui a rapport avec la société. Ils en ont les moyens maintenant. Ils peuvent vous débrancher littéralement. On vous débranche que Internet et le système bancaire. Vous n'allez pas aller bien loin. Vous n'allez pas aller bien loin. Rien que ça.
parle même pas du reste. Voilà. Et pourquoi je parlais de ce cas d'extrême aussi, c'est que bon, même si je l'ai déjà justifié, là je me reprends un peu, mais c'est pour recontextualiser un peu. Je disais, ils ont licencié des gens, ils ont empêché des gens de travailler. Pour beaucoup de gens, ça veut dire devenir un clochard. Eh oui, tout le monde n'est pas là avec papa, maman qui a laissé voilà, des propriétés. Et même si tu as des propriétés, on peut maintenant, ça y est. C'est-à-dire que je pense que ce qui va arriver, si ça arrive, sauf autre plan de la Providence, eh bien, ils vont même pas laisser le choix aux gens. C'est-à-dire que c'est vaccination ou des choses comme ça, obligatoire. Ils viennent vous chercher chez vous. Et je vous signale qu'ils en ont déjà parlé. Vous vous rappelez pas la violence du système. Quand le pitre du démon en chef, là, dans cette République de Jézabel, là, quand il disait on va emmerder, on va les emmerder, employant le mot grossier et tout en tant que président. Licenciement, etc., etc. Si vous n'envoyez pas vos enfants à l'école, on vous envoie les services sociaux avec, etc. Il y a un moment, et après, donc peut-être lever, etc., de l'autorité parentale, des choses comme ça. On est à l'abri de rien, là. C'est pour ça que ces questions se posent. Voilà, ils avaient commencé à parler donc de repérer ceux qui se font vacciner ou pas par le numéro de sécurité sociale, tout simple. Vous imaginez un peu le niveau après qu'ils peuvent avoir de contrôle dans toute chose? Imaginez, dans toute chose. Vous devenez, moi, dans des cas pareils, voilà, il suffit simplement qu'ils disent maintenant c'est terminé, plus personne ne peut travailler sans. Voilà, là ils ont laissé quelques petites, parce que c'était la phase de test, ils sont allés très loin. Mais imaginez un peu plus tard, ils sont allés très 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 loin. Comme je disais, jusqu'à licencier même des gens qui sont dans la fonction publique. Ils ont interné un des experts du système, qui était reconnu du système, enfin, qui avait les diplômes, tout ça, quoi. Interné. Vous croyez qu'ils vont se gêner? Donc, là, c'est ce que je dis. Ensuite, donc, par rapport à la question de sauver les âmes. Bien, parce que, en fait, moi, ce que j'avais en tête dans cette vidéo, c'est que, en fait, la première chose que je crains le plus en vérité, et ça s'est apparu quand même dans le titre, quand j'ai mis piquer d'abord, puce électronique. Vous avez tous entendu parler, si vous êtes un peu complotiste, un peu plus avancé, qui va un peu plus loin dans le complotisme, vous avez forcément entendu parler des nanobots présents dans leur seringue. Des nanobots. Donc là, je pensais plus à la question de sauver son âme, parce que notre âme est intimement liée à notre corps. Même si elle a sa vie quelque part qui peut être autonome, dans le sens où elle n'a pas les mêmes besoins que le corps, mais il y a un lien très intime entre les deux. À tel point que même si ce corps subit des accidents, et mutilé, et amputé, tout ce qu'on veut, malade, mort, dépéri, tout ce qu'on veut, vieux et devenu, il ressuscitera à la fin du monde, enfin voilà, au moment à la fin vraiment à la toute fin des temps, il ressuscitera. Parce qu'on doit avoir un corps. Après, ce sera un corps glorifié, pas un corps comme ça, épais, etc. Mais un corps glorifié. Mais quand même, il y aura quelque chose qui relève, voilà, d'un corps. Il n'y a pas, on ne sera jamais des purs esprits, des stricts esprits. Donc,
C'est notre être. Dieu nous a créés comme ça. Il a voulu créer un être comme ça qui a les deux. Voilà. Eh bien, du coup, moi, ce que je pensais quand ça, c'était surtout de sauver nos âmes. Dans le sens où si après on nous contrôle, moi je préfère qu'on me coupe la tête. Ah, pour d'autres choses, je suis moins chaud, hein, mais enfin, je suis pas chaud pour ça non plus, mais je veux dire, voilà. Mais bon, voilà, je préfère comme la guillotine plutôt que là, si on me dit voilà, soit on te puce, soit la guillotine, je préfère la guillotine, direct, parce que au moins, je sais que voilà, je meurs avec mon âme. Là, ils peuvent, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça beaucoup plus monstrueux de cette capacité à rentrer dans notre être que de s'en prendre à nos corps. C'est pas ça. C'est dans ce sens que je disais ça. C'est pour fuir cette possibilité qu'il n'est plus de la science-fiction. Que ce soit sur le plan technologique comme sur le plan de l'obligation politique, policière et tout ce qu'on veut. Et on le voit, c'est en train d'arriver. On le sait que ça va vers ça, vers une dictature climato-sanitaire. Là, il rajoute le côté climatique. Je peux même vous dire là comme ça en passant, je sais très bien comment il fonctionne. Je sais très bien qu'il fonctionne par décennie, en fait. Et chaque fin de décennie, il déclenche un gros clash. Et donc, qui instaure un nouvel ordre. Et en fait, ils remettent à jour. En fait, ils passent leur temps à détruire, soi-disant reconstruire, etc. C'est le chaos perpétuel. Et c'est cette espèce de dialectique perpétuelle, mais ils restent les maîtres de cette dialectique-là, et c'est une dialectique du diable, évidemment. Eh bien, en fait, je peux même vous le dire dès maintenant, de la même manière qu'il y a eu, voilà, qu'il y avait eu le 2000, donc voilà, ça se joue souvent entre le 9, par exemple le 19, le 9 et le 0 ou 01. Non, 0. Par exemple, le 11 septembre 2000, ensuite ça a été Covid-19 en 2019. Il y avait un truc, j'ai oublié, mais il y avait eu un truc aussi en 2009-2010, j'ai un peu oublié. Il me semble que c'est lié à l'Europe, je crois que c'était un gros choc aussi. Mais non. Non, bref, il y avait eu un truc, je ne l'ai plus en tête, mais je le redirai à l'occasion, mais par année. Donc là, à la fin, donc là, ils ont fait le côté soi-disant sanitaire, et je vous dis que donc en 2029, 2030, ils vont faire un gros coup, un gros clash mondial au niveau d'une catastrophe climatique. Voilà. Pour instaurer, voilà. Là, ils laissent un peu mariner la crasse qu'ils ont mise avant, qu'ils ont suscité avant. D'accord. Voilà. Comme après le 11 septembre. Ils ont fait ce gros clash, des guerres, des machins, le terrorisme islamique qui a explosé parce qu'en plus, par derrière, qu'est-ce qui venait par derrière les Saddam Hussein et tout ça. Il venait l'État islamique, etc. Et qui était sous contrôle des États-Unis et du monde occidental. Et donc, eh bien, qui en plus, il maquillait ça avec soutenir les rebelles, quoi. En plus, d'un point de vue théologique, ça veut dire beaucoup de choses. Et, et donc, en fait, voilà, donc il y avait ça et tout. Et après, il laisse mariner. Ouais, il faut qu'il y ait cette destruction, il laisse mariner, hop, mais il laisse en fait, tout a été détruit, il vous laisse dans les décombres et il commence voilà, à planifier. Enfin, il planifie tout le temps, ils sont toujours en train. Voilà. Et ils repartent vers quelque chose qui n'est pas quelque chose de bon. Ce n'est pas parce qu'ils se mettent à reconstruire, donc il y a forcément quelque chose de positif. Non. Ils reconstruisent, par exemple, ce système-là. Par exemple, le système de surveillance généralisée. Avec le déploiement d'Internet et tout ça, ils arrivent, du coup, ils ont des informations
que de tous les systèmes d'information ne pouvaient pas rêver. Les gens, on est tous là en train de se balancer sur Internet. On peut être tracé de A à Z, quoi. De A à Z, de nos achats, nos déplacements avec la géolocalisation, ce qu'on achète, ce qu'on dit sur Internet, nos photos, enfin, tout est balancé. Ça veut dire il y a un niveau maintenant, voilà. Donc c'était dans ce sens-là que je le disais. Après, attention, je pense et j'en suis même certain que Dieu étant miséricordieux, dans des situations extrêmes, forcément, euh, voilà, je sais plus, je sais pas, je crois que il me semble c'est Saint Augustin qui disait que là où il y a beaucoup de mal, bon à peu près, j'ai pas les termes exacts, la grâce surabonde. Voilà, ou je crois que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Donc il y a la grâce, il y a aussi les grâces de miséricorde. Donc Dieu est miséricordieux. Il n'a pas pour objectif de nous jeter en enfer. Bien au contraire, tout son projet, toute sa volonté, et jusqu'à subir les douleurs que nous, on nous arrache une dent, on pète un plomb. Je veux dire, il a subi des douleurs les plus... En fait, c'est indescriptible. Voilà. Et bien en fait, il veut amener il veut amener toutes les âmes au ciel, mais pas malgré elles, et c'est tout là le problème. Donc, mais c'est son objectif. Donc, si sa providence, donc c'est-à-dire la main de Dieu, le plan de Dieu qui nous échappe aussi, parce que c'est trop grand pour nous comprendre pourquoi il laisse des choses se mettre en place, même des choses qui sont le mystère du mal où il permet qu'il puisse se développer à des moments. C'est qu'après coup qu'on se rend compte de la grandeur de sa providence. Eh bien, s'il a laissé dans sa providence un tel mal se mettre en place, je me suis imaginé, je parle sous contrôle, de rectification éventuellement de gens qui s'y connaissent mieux, eh bien, par exemple, quelqu'un qui s'est fait pucer et qui a perdu le contrôle de son esprit, je me dis que peut-être Dieu prendra en compte le moment avant qu'il se fasse pucer, qui correspondrait quelque part au moment de sa mort. Ouais, mais il peut y avoir d'autres cas comme ça, par exemple ceux qui perdent la raison, soit qui perdent la boule, bon c'est gentil, mais il y en a qui perdent carrément la raison pour X raisons au cours de leur vie. Or, donc il y a l'état dans lequel ils meurent. Mais s'ils n'ont pas la raison, c'est très bien que Dieu, quand on parle de l'âge de raison, c'est important. Donc si on nous fait perdre la raison de manière imposée, dictatoriale, tyrannique, etc., je pense que Dieu, eh bien, appliquera sa miséricorde. Ça me comme je l'ai dit là, c'est une supposition, bien sûr, en réfléchissant par rapport à la miséricorde de Dieu. Par contre, il y a intérêt, dans un cas pareil, moi, ce que je me dirais, dans la logique, en réfléchissant, je ne suis pas en train de dire que c'est ça de manière absolue, mais là, on est dans des situations exceptionnelles, je peux bien réfléchir un peu quand même. Eh bien, je me dis que dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux considérer que c'est sa mort, en fait. Il vaut mieux être en règle. Il vaut mieux être en règle tant que l'esprit n'est pas complètement marabouté par un contrôle nanotechnologique. Ceux qui seraient contraints de le faire, à mon avis, ils doivent se mettre en règle comme s'ils allaient mourir, quoi. Voilà. Pour être sûr qu'avant d'être perverti dans sa raison, eh bien qu'il puisse être en règle avec Dieu. Que tant qu'ils avaient la raison, eh bien ils ont été en règle, ils ont terminé leur vie de raison en règle avec Dieu. Voilà.
C'est ça mon propos. Ce que je me dis, je pense que ça vaut le coup quand même de dire ce genre de choses. C'est quand même important. Vous avez besoin de votre raison. Même pour vous repentir, pour faire des actes de contrition. Mais c'est besoin du cœur, mais aussi besoin de la raison. Et là, c'est les deux qui peuvent être pervertis. Oui, on entre dans des choses de science-fiction. Donc oui, il faut en parler. Voilà. Donc sans faire, comme j'espère, je l'ai fait maintenant, sans aller contre la foi catholique, bien évidemment que, bien au contraire, à rester dans le cadre de la foi catholique, en regardant les différentes possibilités qui peuvent arriver. Et c'est évidemment, ces choses-là n'étaient pas dans les enseignements des pères de l'Église, forcément, même si la réponse est contenue dedans, mais juste mettre les choses un peu en lien avec les données qu'on a actuellement, quoi. Eh bien, voilà, donc, ensuite, donc ça c'est la question. Après, sur la question de se battre, il faut un petit peu redescendre un peu sur terre, 2 secondes, se battre. Déjà, la foi catholique n'empêche pas de sauver les corps, notamment des familles catholiques. Il faut regarder le principe de réalité. On n'a pas affaire qu'à des hommes dans la force de l'âge, etc. C'est des familles, c'est des gens, c'est des enfants, des personnes un peu âgées, des gens qui sont malades, des gens qui sont dans des états particuliers, difficiles ou pas, ou simplement qui sont pas à même d'eux, etc. Donc déjà là on parle pas de témoigner de la foi. La foi catholique n'empêche pas, par exemple, si un système politique devient tyrannique, de le fuir. Physiquement, matériellement. Parce que là, l'oppression est matérielle. Et ça pourrait même être simplement économique. Si on vous réduit à la pauvreté en vous prenant 90% 80% avec des impôts hallucinants, etc. et tout, voilà. La foi catholique ne vous oblige pas à vous battre, elle vous oblige à vous battre dans le sens de témoigner de la foi catholique, de ne pas la renier, quel que soit le... Voilà, et demander donc bien sûr la grâce de Dieu, sans quoi on ne peut rien faire. Eh bien, dans le cas d'une oppression tyrannique climato-sanitaire, on ne nous demande pas d'abjurer la foi catholique, même si on sait très bien ce qu'il y a derrière, mais je veux dire, on peut très bien vouloir sauver son corps d'une oppression tyrannique. C'est pas interdit. Et quand il n'y a en plus aucun moyen de lutter, que le pays entier est devenu un mélange de protestantisme, de franc-maçonnerie, de Sodome et Gomorrhe, d'athéisme outrancier et méprisant des choses de Dieu, de matérialisme, je veux dire, le plus desséché, et qui est arrogant, et qui se moque, qui n'a de cesse d'attaquer les bases, les fondements de la tradition, même quand ils sont absents, c'est-à-dire ils sont tellement enragés que même absents, ils sont encore hantés par la tradition. Et ils ont envie, parce qu'en fait, ils sentent très bien qu'ils ne peuvent rien d'eux-mêmes. C'est-à-dire que sans la vérité, ça veut bien dire que la vérité est dans la tradition. Donc parce qu'ils passent leur temps, alors qu'elle est elle a quasiment disparu, et ils arrivent encore à en parler comme si elle était présente. Les catholiques sont je pense, les catholiques pratiquants sont moins de 1% en France. Ils arrivent encore à être enragés, c'est pour vous dire à quel point. Donc c'est pas une question de nombre, hein. Il suffit de 1 ou 2, ils deviennent fous. Donc eh bien voilà, donc du coup voilà, donc on a ça. Donc il s'agit de là il ne s'agit pas dans un cas pareil de témoigner de la foi catholique. Il s'agit d'un système tyrannique qui nous contraigne, etc., et qui veut agir sur nos corps. Sauf que moi, ce que j'y ai vu et ce que beaucoup de gens se sont dit, se sont posé la question tout à fait légitime, et même il faut se la poser sur le puçage
quel rapport ça a avec l'âme? On ne peut pas non plus faire comme si c'était rien. Oui, bon, non, oh non, 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 non. Regardez ce qu'on fait là, comme ça détruit l'âme des gens. Je veux dire, tous ces trucs, tous ces objets, tous ces trucs électroniques, tous ces smartphones, cette vie d'internet, les gens n'ont plus d'âme, etc. Vous imaginez avec des trucs à l'intérieur dans le corps? Non, il y a des choses, il y a des choses qu'il faut vraiment, voilà. Donc ça n'empêche pas. Déjà, ce n'est pas illégitime. Par exemple, j'ai appris, je crois que c'était de l'abbé Laffitte. Alors j'espère ne pas lui faire dire des bêtises, sinon voilà, il pourrait, si quelqu'un entend, peut rectifier ça. Qu'en fait, en cas de persécution, les familles ont le droit de fuir, hein, même sur des persécutions catholiques. Les familles ont le droit de fuir. Après, si tu es au pied du mur, bon ben là tu t'en remets à Dieu et tu attends que ça passe, quoi. C'est facile à dire, mais bon voilà. Et par contre, ce sont les prêtres, ce sont les prélats et les prêtres qui n'ont pas le droit de fuir. Et justement, il avait fait une critique, notamment par rapport au livre. Bon, je ne sais même pas si un jour j'aurai le temps de le lire, parce que c'est un écrivain tellement bon, mais aussi tellement prolifique que malheureusement, bon voilà, j'ai pas forcément. Bon, en tout cas, j'ai pu en avoir un bel avant-goût grâce à justement à la Belle Lafitte qui a fait un travail sur justement la Révolution de Monseigneur Gomme. Et en fait, bon là vous voyez toute l'horreur de la Révolution. Et c'est réel. Ce n'est que du sursage. Ce n'est que ça. C'est pour ça. En fait, ce sont des livres que la République vous a cachés en fait. Donc sur la Révolution de Monseigneur Gomme. Et bien en fait, l'abbé Laffitte a dit que beaucoup ont fui. Beaucoup se sont barrés. Voilà. Alors qu'en fait, ils étaient censés témoigner. Moi, c'est pas moi qui vais donner des leçons de courage à quiconque, hein. Je dis, n'empêche que la foi, l'Église a dit ça. Que les prêtres n'ont pas le droit de dégager quand il y a la persécution. Voilà. Sur la foi. Voilà. Donc là, on parle de ça. Donc à un moment donné, voilà, il faut pas juste s'emballer sur le côté en découdre avec le système. Surtout que on voit bien que de nos jours, c'est terminé. Je veux dire, tu peux très bien te dire que enfin, je veux dire que bref, après, si on rentre dans le réalisme politique, ça va être cru et dur. Donc ensuite, oui, par rapport à moi, il ne s'agissait pas pour moi d'arrêter, par exemple, de témoigner et de faire le travail que je fais sur Internet. Je compte absolument pas arrêter, mais c'est vrai que si jamais je me barrais dans un coin perdu, c'est terminé. Tu n'as plus d'électricité, tu peux plus rien faire, hein. Tu peux plus être sur Internet et c'est fini. Voilà, mais j'ai envie de dire, entre-temps j'ai réfléchi, je me dis, mais de toute façon, même en restant ici, sous l'œil du cyclope, et dans l'œil du cyclone, en plein milieu du centre des radars de tour de contrôle, je veux dire, je continuerai de le faire, mais jusqu'à ce qu'on m'arrête. Mais si on m'arrête, moi et tous ceux qui parlent, d'une manière ou d'une autre, par la prison, la persécution, ou le débranchage, etc., censure totale, fait sauter tous tes comptes, etc., déjà que là, quasiment personne ne regarde, donc voilà, à quoi ça sert? Si tu es interné dans un camp, si on te prend, on te picouse de force, et qu'on te met dans un camp, des choses comme ça, qu'on t'interdit Internet et tout ça, tu peux rester dans l'œil du cyclope, mais à la fin, tu ne pourras pas témoigner, peut-être même que tu vas pas témoigner parce que techniquement, ils t'enlèvent tout, tu peux plus témoigner, soit tu es enfermé, soit on t'enlève les moyens de parler, etc., etc., soit tu es persécuté de telle sorte que tu peux plus, hein, tu as trop de problèmes, etc., ça se cumule. Voilà, donc au final, que tu sois paumé quelque part dans la nature ou dans le système, dans les deux cas, tu peux pas parler de toute façon. Mais en tout cas, moi, dans ma démarche, c'est de parler tant que je peux parler au maximum. Sachant que des fois, on est beaucoup dans cette société du click and collect, hein. Mais
Et pourquoi pas imaginer que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te mets en retrait pour justement garder la possibilité de parler et de reprendre de plus belle dans 3 ans après. Peut-être dans des conditions dans un endroit du monde qui peut être plus propice. Vous voyez, c'est quoi 3 ans en fait, dans le lot, dans le tout, plutôt que de se jeter dans une bataille perdue dès le départ pour ne plus être capable de plus rien faire après par la suite. Donc voilà, c'est à réfléchir. Je dis toujours principe de réalité. Ensuite, donc j'en profite aussi. Donc ceux qui veulent, voilà, et c'est un peu difficile, hein, voilà. Donc ensuite, maintenant, on va parler un peu de sujets qui sont qui fâchent un petit peu plus. Se battre. La personne qui m'a dit pourquoi pas se battre, tout ça. C'est une bonne question. Je réponds normalement. Mais je dis attention. Attention, le passage entre les commentaires et la réalité. Bon, je vais vous dire un petit peu 3 trucs. Moi, comme tout le monde, j'ai mes expériences de vie. Après, bon, moi, j'ai une expérience de vie un peu plus particulière pour plusieurs raisons. Comme que la moyenne, on va dire. Que la moyenne. Même si, attention, je parle sur le plan, on va dire, social. Après, d'une expérience de vie, enfin, même personnelle et tout, il y en a qui ont des histoires de cinglés. Hein, bon. Mais voilà, au niveau, donc, par le fait d'être, voilà, bon, bref, je ne vais pas trop rentrer dans tout ça. Vous comprenez un peu le truc. Je suis né et j'ai grandi donc jusqu'à 20 ans dans une des cités les plus violentes de Marseille. D'accord. Les plus dangereuses, les plus ghettos, les plus... voilà. Et ça faisait pas de pitié, y compris en interne. Alors certes, c'était moins que des externes, que des extérieurs, mais ça faisait pas de pitié en interne. On oublie beaucoup que le mal se mange aussi entre lui. Hein. Il n'est pas juste... voilà. Donc, déjà ça. Donc des situations avec tension, quand les problèmes commencent il y a l'escalade dans le mauvais, j'en ai connu à divers degrés, hein, que ce soit en termes de famille, de bande, de groupe, etc. Donc, voilà. Donc, ensuite, plutôt, du coup, j'ai connu aussi un petit peu, plus j'allais vers la fin du lycée, tout ça, un peu plus la classe moyenne, la petite classe moyenne, qui était plutôt composée d'Italiens, de pieds noirs, d'Espagnols, de Portugais, plutôt années 80-90. Donc plutôt italien, etc. Petite classe moyenne, qui était quand même assez populaire. Mais j'ai vu aussi avec eux leur façon d'être, leur façon de copier. C'est pas parmi les meilleurs, ce sont les Espagnols que j'ai trouvés. C'était vraiment et les Portugais, les meilleurs que j'ai trouvés. Les Italiens, c'était moyen. Surtout les Italiens du Sud. C'était moyen, même si voilà. C'était pas, voilà, bon, le pire, je vous dis franchement, de toute façon on le voit, hein, avec tout ce qui en ressort, hein, c'était avec, c'était l'immigration de laquelle j'appartiens, c'est-à-dire l'immigration maghrébine, même si moi je suis né ici. Donc, je n'ai connu que la France. Donc du coup, voilà, enfin, moi la République maçonnique, mais bon. Et donc du coup, voilà, donc celle-là, ça c'était les pires problèmes, quoi. C'est indescriptible. Donc en fait, voilà, ensuite, voilà, et bien donc ça, ensuite, avec certaines facultés, certaines capacités personnelles, ça, j'arrivais à naviguer socialement. C'est-à-dire que je suis autant capable d'être dans les codes populaires aussi que dans les codes de Bourges. J'ai les deux. Mais je n'exclus pas l'un pour l'autre. Je ne vais pas faire le Bourges parce que j'ai envie de faire le Bourges. C'est juste que je peux m'adapter à leur système très facilement. Et des classes moyennes pareilles, et des gens du peuple, et même du très petit peuple. Voilà. Les Arabes, les musulmans, je les connais par cœur, je suis né avec eux, j'ai grandi avec eux. Je les connais dans leur chair charnellement, je les connais parfaitement. Et donc, voilà,
Et il reste même des Noirs, bon, plutôt, selon certaines immigrations, nous c'était plutôt les Comoriens, les Sénégalais, Guinéens, voilà. Voilà. Je les connais un peu en surface, pas trop, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup hein, à l'époque. Et mais voilà, c'était très bien. Voilà, et toujours une petite préférence quand même pour les chrétiens, les Africains chrétiens. C'est quand même mieux. Donc en fait, du coup, en fait, et ensuite, plus je suis allé dans le côté professionnel, là j'ai connu les Français de souche dégénérés, c'est-à-dire les gauchistes. Et là, c'était le poteau rose. Tu vois, tu te dis, bon, bah, je vais rencontrer un peu plus les blancs, les yeux bleus que je vois dans la rue, tout ça, être un peu plus proche d'eux dans le travail, des choses comme ça. Puis tu vois le désastre en fait. Voilà. Sachant que, ah oui, ça je l'ai pas dit, c'est que aussi, j'ai été dans une école. Bon, ça, c'est une des grâces de Dieu, comme Dieu m'a donné tout petit. J'étais dans une école des sœurs, mais il n'y avait que des immigrés dedans. Mais c'était une école catholique. Il y avait en gros, il y avait les enfants des maîtresses ou des choses comme ça qui étaient là. Et c'était une école tenue par des sœurs. Mais la majorité, 90%, 9 sur 10, ou plutôt 8 sur 10. 8 sur 10, à l'époque, il y avait encore un petit peu de marge. 8 sur 10, voilà. Et 2 sur 10, c'était des blancs catholiques. 2 sur 10. Et moi, j'étais assez proche des blancs catholiques, donc j'ai toujours aimé les catholiques et les blancs catholiques, et je les aime toujours aujourd'hui. J'en ai strictement rien à faire. Alors sûr, on nous traite de bounty, de traître, en gros de lèche-bot des blancs. J'en ai rien à cirer. Moi, les bottes de personne. Je suis très fier, très bien dans mon sang maghrébin. Et je suis très bien dedans. Moi, demain, tu me dis d'être blond aux yeux bleus, je dis non. Je te renvoie le menu, quoi. Je veux rester de type oriental méditerranéen comme je suis, de ma race. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais j'aime bien les blancs. J'aime vraiment les blancs de type catholique, bien sûr. Je les aime vraiment. Et alors, quand tu dis, ouais, j'aime bien les Chinois, j'aime bien les Asiatiques, j'aime bien les Noirs, là, ça passe. Oh, j'aime bien les Marocains, le Maroc. Là, ça passe. Par contre, tu peux pas dire j'aime bien les blancs catholiques. Ouais, j'aime bien les blancs catholiques. C'est vraiment, je les ai kiffés, vraiment, je les ai appréciés. La plus belle humanité que j'ai vue, en fait, en vérité. Les gens ne se rendent même plus compte de ce que c'est en fait, c'est le Christ qui avait à travers eux, en fait. Qu'est-ce que c'est beau une humanité habitée par le Christ. Le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire, tu ne te rends même plus compte quand tu es catholique de ce que tu peux diffuser. Donc voilà, je peux très bien m'apprécier moi en tant que dans mon sang, dans mon être maghrébin, voilà, pas de problème, je suis bien, voilà, tout ça, et tout en même temps, et bien aimer, vraiment bien aimer les blancs catholiques, voilà. Et surtout que j'ai une petite histoire avec eux par rapport à l'école, justement. Il y avait l'école des sœurs, j'étais très bien, etc. J'étais copain avec, avec le fils de la directrice, etc. et tout, qui était catholique, etc. et tout. Puis voilà, moi je les aimais bien. Tout ce qu'on me racontait de sale vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des chrétiens, etc. Mais finalement, moi je les voyais, je dis, mais avec eux c'est bien en fait. C'est pas avec eux que j'ai des problèmes de violence, de crachats, d'insultes, de dégradation, de menaces, de bêtises, d'inculture, etc. C'est tout le contraire. Il n'y a que des choses bien. On me disait, mais c'est quoi ce truc? Pas son temps à nous cracher dessus. Quand tu es avec eux, c'est super bien. C'est avec eux que c'est le mieux, en fait. Donc voilà, donc du coup, donc j'ai connu un peu ces milieux-là. Donc voilà. Et ensuite, j'ai connu la bourgeoisie de gauche. Les bourges de gauche, les bobos de gauche. Et là, ça a été... Voilà, là, c'est la putréfaction. Là, c'est la putréfaction insupportable, imblairable. Voilà. Parce qu'en plus, moi, du coup, j'ai connu les Maghrébins dans le côté islam et j'ai connu les Blancs dans le côté catholique. Donc, je suis arrivé, d'un coup, je vois des Blancs complètement dégénérés, haineux du Christ, etc. et tout. Bon, ils sont passés à la moulinette maçonnique, forcément, par le biais des universités, des écoles, dès la maternelle, ils fabriquent des gauchistes. Et donc, voilà, bien évidemment, sans faire de propagande. Ah non, les gauchistes, il ne faut pas de propagande, bien sûr. Donc, en fait, ils passent leur temps à faire ça. C'est de la propagande de pourriture. En gros, ce sont des les latrines de cochons, de porcs,
qui font la publicité de leur latrine en fait. Et ils appellent ça de la culture, des expérimentations culturelles, etc. Donc voilà, donc du coup, voilà ce qu'il faut dire un petit peu par rapport à ça. Donc j'ai connu un peu ça. Et donc j'ai vu leurs vices. J'ai vu le vice des blancs gauchistes, etc., etc. J'ai vu leurs vices, je les connais par cœur, etc. J'ai travaillé avec eux, je sais comment ils sont, etc., etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ensuite, bah, j'ai connu aussi, même d'un point de vue personnel, hein, voilà, les blancs, voilà, blancs, on va dire, bonne classe moyenne, on va dire. Ensuite, et ensuite, bon, en termes aussi d'un peu d'expérience un petit peu, bon, oui, au niveau des blancs gauchistes, je les avais même fréquentés, même dans des trucs un peu d'associations du type attaque et tout ça, vous voyez, des trucs de machin. Voilà. Donc d'anti, parce que j'ai toujours été complotiste, tout ça, donc du coup, ça m'allait bien le côté machin, mais après j'ai vu que c'était des trucs de gauche pourris, quoi, mais au départ, je pensais que c'était un truc anti-mondialiste, tout ça. Mais en fait, non, en fait. C'est qu'un maquillage. Derrière, c'est eux les mondialistes, en fait. Ce sont des gens comme attaquent les mondialistes. Et donc, en fait, eh bien, en fait, c'est un peu comme les écolos. Ils vous parlent d'écologie, mais et à la fin, je dis c'est quoi le projet? Ben, importer toute l'Afrique, tout le monde islamique en Europe. Voilà. Et fermez vos gueules. Voilà. C'est ça le projet écologique. En fait, c'est ça. Et puis, quand ça se passe très très mal, de manière criminelle, ben, fermez encore vos gueules et voilà. Et dites j'en veux encore. Voilà. C'est ça qu'ils vous disent. Donc, du coup. Et après aussi, j'ai connu, bon, c'est le côté, ce que j'appelle maintenant la crassidance. Voilà, qui était la dissidence. Tout ce qu'il y avait eu dans les années, on va dire après le 11 septembre, il y avait eu Sourad, il y avait eu Dieudonné, il y avait eu Thierry Messant, il y avait eu l'autre là qui a fait les médias mensonges, il y avait déjà un peu, je crois, Pierre Hillard déjà qui avait commencé. Il y avait, je crois que c'est Madame Gougeot, je crois, il y avait aussi déjà commencé à y avoir un peu, voilà, il y avait déjà un peu Johan Divernet qui commençait un peu à travailler euh, là-dessus, tout ça. Il y en avait d'autres, hein. Il y avait les Ahmed Mouadek, enfin tout ce truc-là, tous ces machins. Il y avait d'ailleurs à l'époque c'était Boulevard Voltaire, hein, avant que ça devienne ce que c'est maintenant, qui était dans le truc et tout. Voilà, en gros tout ça, là, tous ces trucs, là, machin, il y avait plusieurs aussi, des petites formes qui se prenaient à droite à gauche et tout. Euh, voilà, et bien en fait, avec quand même au sommet, quand même, il y avait quand même, oui, le délire, tous les délires antisionistes, etc. et tout. Et donc, avec Soral et Dieudonné hein, en tête, c'était eux surtout qui menaient tout ça. Et bien, en fait c'est la crassidance, en fait. Voilà. Il faut savoir une chose, je me souviens d'un moment, pour vous donner une petite idée, dans Égalité et Réconciliation, à laquelle j'ai jamais pris de carte, mais j'avais fréquenté quelques-unes de leurs réunions. Et quelques rencontres, tout ça, voilà. Et donc, du coup, et quelques contacts aussi. Et donc, en fait, il y a eu un moment, écoutez bien ce que je vous dis, hein, même Soral, même Égalité et Réconciliation, ont été obligés d'instaurer, de lancer une note à toutes les sections locales pour demander que les gens qui veulent être des sympathisants de Égalité et Réconciliation soient un minimum stable psychologiquement, socialement, etc. Que ce ne soient pas des gros cassos et des gros cas psychiatriques. Voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient demandé ça. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à filtrer tellement la crassidance a attiré des espèces de profils. Je peux vous assurer, c'est effroyable. C'est effrayant en fait, de se dire qu'en fait, il y a des profils comme ça qui sont dans la nature. Mais des fois, il y a une certaine mouvance qui va, un certain délire, une certaine mode ou quelque chose qui commence à poindre et qui va attirer ces gens-là. Vous voyez. Et ils vont pouvoir venir parce que dans d'autres systèmes, ils sont très vite repérés et ils sont expulsés. La question se pose même pas. Ils sont éjectés d'office. Mais
Dans certains trucs, ou surtout que c'était encore un peu poreux, vous voyez, c'était poreux, il n'y avait pas un vrai public bien défini de tout ça. Que ce soit un truc anti-sioniste, etc. Il y avait un peu de tout. Voilà, il y avait même des musulmans qui avaient des comptes à régler avec par rapport à Israël, la Palestine, tout ça. Ça venait, tout ça se mélangeait. Et il y avait des espèces de cassos, de gens bizarres, de dépravés, mais d'une, je vous jure, de méchants, de tordus, mais d'une méchanceté, vous hallucinez. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est pour ça que bien souvent il sortait de l'obscénité. Ouais, ça sortait souvent, l'obscénité d'ailleurs, souvent avec un côté anal, etc. Vous voyez, la quenelle, le bras d'honneur, ouais, le bras d'honneur de Soral et la quenelle de Dieudonné. Il y avait toujours un côté très, très sale, obscène, etc. et tout. Voilà, des trucs immondes hein, qui sont faits, etc. Au niveau moralement, ben voilà, abject. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens qui étaient eux-mêmes dans des trucs, et bien, qui forcément se sont dit, ah tiens, ça c'est un environnement où je vais pouvoir exister. Voilà. Et donc en fait, donc voilà. Donc en fait, du coup, mais même eux, ils pouvaient plus supporter un tel taux de dégénérés, un tel taux de dingue, de cinglés, de fous, de gens bizarres. Ah oui, à l'intérieur, il y avait aussi des infiltrés. Il y a bien sûr, il y avait les RG, il y avait des indices de la police, etc. qui venaient, etc. Moi, j'en ai déjà repéré, etc. Des fois, c'est grotesque. Faut pas croire que c'est tous des agents de James Bond. Hein, c'est grotesque. Et donc, voilà. Et qui excitent, machin, qui se mettent à parler de violence, etc. et tout. En fait, pour tester, voir qui. En fait, c'est pas qu'ils ont ça comme projet, c'est pour voir qui c'est qui répond. Ouais, c'est comme quand on dit prêcher le faux pour savoir le vrai. Et donc du coup, mais bon, c'est une mauvaise technique, voilà, ça c'est des techniques du diable. Donc en fait, quoique peut-être je me dis qu'un gendarme, dans le cadre de son travail, pourrait l'utiliser. Mais voilà, mais du coup, voilà, mais nous on ne doit pas utiliser le mensonge pour pouvoir pour évoluer en fait. Et donc en fait, et donc voilà, donc du coup, euh, eh bien voilà, il y avait des RG, des cinglés, des gars qui passent leur temps, tu es là, ils te parlent, il y avait des dégénérés sexuels, il y avait des gens des gars, ils passent son temps à parler de violence physique, de baston, de machin, avec des armes, etc. Mec, tu sens qu'ils essaient de travailler le public qui est là, ouais. Je vous dis, c'est contrôlé de A à Z. Ne croyez pas que, voilà. Donc, du coup, tu vois ça, tu vois tout ça. Et donc là, à côté de ça, je vous dis des dégénérés sexuels, etc. gravissimes. Bref, voilà. Bref. Et voilà. Ah oui, il y avait aussi, voilà, enfin, ouais, je vais pas faire toute la liste là. Voilà. Vous voyez un peu l'époque, il y avait d'autres figures, on va dire. Et bien voilà, donc en fait, dans tout ça, eh bien, je peux vous assurer une petite chose. Je vais vous dire une petite chose pour ceux qui disent lutter, machin. Vous savez ce qu'ils vont faire, les gens, pour lutter? Ils vont faire ce que la maçonnerie, ce que les gauchistes, ce que les républicains leur ont dit de faire. C'est-à-dire de faire du patrouillotisme. Patriote. Ouais, c'est un peu critique, mais c'est par rapport à tout ce qui va être le plus. En fait, ils vont faire c'est-à-dire les actions qui ne servent à rien. Voilà. Par exemple, ça va être le côté, euh, le côté Florian Philippot. Voilà. C'est-à-dire faire des randonnées urbaines, des petits pique-niques urbains où tu dis c'est pas bien d'être pas bien. Ok. Voilà. Et voilà. Donc tu as fait une contestation républicaine, c'est-à-dire celle qui ne sert à rien. Quoi. Voilà, celle qui n'a aucun effet. Voilà. C'est-à-dire elles sont même autorisées parce qu'elles n'ont aucun effet, justement. Voire pire, elles ont un effet démobilisant et désespérant parce qu'il n'y a rien qui vient, justement. Voilà, donc déjà, ça c'est une chose. Ensuite, moi, les délires de gens, quoi, délire, pourquoi pas, ce qu'ils veulent faire du gilet jaune ou quoi. Le problème, c'est que c'est sans lendemain. Tu peux péter des trucs, des radars, tout ça. Ouais. Ils vont laisser couler pendant un temps, puis après ils remettront ça en place, et puis voilà quoi. Et voilà, un truc, machin, etc. et tout.
Et truc, tu veux faire quoi? Des manifs ou des rassemblements un peu plus virils? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'envoyer des antifas qui vont venir foutre le bordel. Qui vont venir foutre le bordel. C'est-à-dire les antifas qui sont les agents de l'État, les agents de la police. Voilà. Qui vont venir foutre le bordel et complètement pour complètement disperser, disloquer, comment dire, amener et détourner, la contestation vers un terrain qui n'est plus du tout sont plus du tout vos aspirations. Pourquoi? Donc, et aussi parce qu'on n'a pas du coup d'organisation propre sans traître. Voilà. Même s'il peut toujours y avoir des traîtres, mais il doit y en avoir quasiment pas. Et le peu qu'il y a, ils sont tellement sous pression qu'ils n'arrivent pas à agir. Et donc voilà, donc voilà, donc moi ce que je veux vous dire par rapport à tout ce qui est ce genre de truc, c'est que, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, moi je vous dirais une chose, dans tous ces trucs, que ce soit vie de cité, que ce soit avec les gauchistes, même dans le monde du travail, etc. et tout, dans le côté associatif et tout ça et tout, que ce soit voilà, le côté quartier, que ce soit la crassidance, que ce soit tout ça, je peux vous assurer, entre ce que disent les gens, ce que blabla, etc., et la réalité, il y a, comment dire, il y a une dimension il manque une dimension entre les deux. Dès que la situation se corse, ah mais en fait, ouais, non, en fait, je me suis cassé, je me suis tordu la cheville, je peux plus, j'ai une fracture de la cheville, je peux plus marcher en fait. Allô, il répond plus au téléphone. Tu le vois, il est fuyant, et tu dis oui, oui, non mais je vois. Appelle-moi ce soir, hein, ne t'appelle pas, tu l'appelles pas, il te calcule jamais. Eh oui. Ah, ma femme, je sais pas quoi. Ma femme, elle est un truc. Ah, ma femme, s'est cassé la jambe. Faut que je m'occupe d'elle. Ah, je peux pas. Ah, j'ai un problème là qui m'est tombé dessus là. Allô, il y a quelqu'un? Je croyais que tu devais être là en fait. Ah ben voilà. Ça, c'est la réalité en fait. Ça, c'est la réalité. Quand tu es dans la situation, tant qu'il n'y a pas de loup, tout le monde est un fou. Dès que le vrai loup est là, il n'y a pas les mêmes, c'est pas le même système qu'il y a dans la tête, hein. Donc voilà. Et ou que la vraie situation est là, c'est pas du tout le même truc. Et je vais vous donner une petite truc, une petite étude de cas. C'est ça que moi, mon combat, il est personnel. Personnel. Je suis pas dans des délires d'organisation ou de je sais pas quoi. C'est juste, je sais qu'il n'y a pas d'organisation à part celle que je respecte, qui est Civitas. Pour l'instant, j'ai pris aucune décision par rapport à eux. Voilà, ma démarche, elle est simplement de dire des vérités à titre personnel, individuel sur Internet, et même s'il m'en coûte. Voilà. Et j'ai même pris des dispositions pour pouvoir le faire. Déjà en quittant le milieu professionnel gauchisé à mort dans lequel j'étais, d'accepter les boulots les plus comment dire, méprisés socialement, voire plus difficiles, mais de travailler le moins possible pour pouvoir avoir le temps de faire mon apostolat laïque. Donc, avoir le moins d'argent, donc moins de moyens matériels, beaucoup moins. Voilà. Donc, en fait, moi, à mon échelle, je parle. Donc, après, voilà, on ne parle pas forcément de trucs. Donc, je vais vous dire une chose, pour ramener un petit coup de principe de réalité. Je vais vous dire une petite chose. Si maintenant, je lance, là, sur ma petite chaîne, si je lance un truc, un simple lien en disant « Venez me rejoindre sur Odyssée » ou sur une plateforme, je sais pas, BitChute ou un truc comme ça, ou Telegram, que sais-je. Si je lance ça sur Internet, s'il y a 5 personnes, c'est bien. Bon, il y a très peu de monde qui me suit. Mais s'il y a 5 personnes, c'est bien. Autant dire personne. Les gens s'en fichent. Les gens n'ont même pas envie de cliquer un peu à droite à gauche pour te suivre sur une plateforme qui ça leur coûte rien. Je vous laisse imaginer dans les situations qui commencent à se corser véritablement, à être vraiment dures.
Donc, il faut savoir de quoi on parle. Moi, je ne m'aventure pas sur des trucs, je sais pas quoi. Parce que parce que ça fait joli sur le papier. Voilà. Euh, voilà. Donc voilà, j'ai expliqué pourquoi, la question de sauver les âmes, pourquoi, voilà, la question de sauver les corps aussi, que c'est pas du tout, voilà, les raisons pour lesquelles c'est tout à fait logique et c'est pas absolument catholique, il n'y a pas de truc, il n'y a plus de patrie. Vous comprenez qu'il n'y a plus de patrie, il n'y a même plus une patrie à défendre. Il n'y a plus de patrie. Vous êtes dans une espèce de mondialisation, dans une espèce de truc, il n'y a même plus de patrie. Le devoir de patriotisme, bien sûr. C'est un devoir de défendre sa patrie. Mais là, il n'y a plus de patrie. Tu vas défendre quoi? Sodome et Gomorre? La Jézabel de la République? Qui t'importe le tiers-monde et qui te jette toi en prison si jamais tu critiques tout ça? Qui pourrit la tête de tes enfants contre le catholicisme? De toi-même et de tes voisins? C'est ça? C'est ça la patrie? Non, c'est pas une patrie ça. Ça, c'est la société de l'Antéchrist en préparation. Et donc, on n'a pas à défendre cette chose-là. Et donc, voilà. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Euh, voilà. Et bien, sur ce, je vous dis à plus tard et que Dieu nous bénisse. Salut.